Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Pequignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Dans la même collection. 1. Mounir Korm pour une troisième république libanaise, 2012. 2. Marc Lavergne, l'émergence d'une nouvelle scène politique, 2012. 3. Marc Lavergne, une société en quête d'avenir, 2012. 4. Sébastien Abyss, pour le futur de la Méditerranée, l'agriculture, 2012. 5. Sylvia Chifolo, Sociétés arabes en mouvement, 2012. 6. Faouzia Zouari, pour un féminisme méditerranéen, 2012. 7. Abdelatif Idrissi, pour une autre lecture du Coran, 2012. 8. Gémenier et Tekalfoun, Repenser l'Algérie dans l'histoire, 2013. Préface. L'idée d'écrire cet essai est née d'un double souci de réalisme et de fraternité au printemps 2011, quelques mois après le début de l'insurrection du peuple syrien. Réalisme, car il nous est alors apparu clair, au moment où l'espoir occidental suscité par les révolutions arabes commençait à se mêler confusément à la peur de ses conséquences, que les particularités internes et régionales de la Syrie ne pouvaient laisser présager un dénouement proche. Fraternité, car la lutte héroïque du peuple syrien trouvait un écho particulier dans notre intérêt pour la région, et commandait de substituer aux faux semblants et illusions le respect plus sincère pour un mouvement historique essentiellement national. Cette contribution citoyenne que nous a permis d'apporter l'Institut de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, IREMO, est proposée alors que la crise produit encore chaque jour son cortège de violence et d'espoir. L'analyse des facteurs ayant exposé le régime de Damas, et lui permettant de bénéficier de protection tacite, relève pour la plupart des éléments associés au passé. L'observation des ramifications régionales du conflit, du bilan et des marges de manœuvre de la communauté internationale, et des enjeux pour la Syrie libérée, se projette en revanche dans l'avenir incertain. Avenir forgé, ne l'oublions pas, par une aspiration exemplaire et universelle à la liberté à laquelle cet ouvrage est dédié. Introduction. L'insurrection populaire qui a débuté en Syrie le 15 mars 2011 aura marqué un tournant dans les révolutions arabes. Fort d'une capacité d'endurance permise par ses ramifications sécuritaires et son approvisionnement militaire et financier, le régime de Damas a pu, depuis près de 2 ans, réprimer dans le sang l'aspiration d'un peuple à recouvrer sa liberté. Protégé par des alliances inégales, intéressées mais durables, ainsi que par son positionnement cardinal dans la région, il empêche toute action tangible de la communauté internationale en vue de le renverser. Ainsi est-il mis fin aux premiers espoirs suscités par les événements d'Afrique du Nord, tandis que se profilent plus nettement les lourds enjeux liés à la reconfiguration des rapports de force au Moyen-Orient. La poursuite de cette situation fournit donc une occasion de revenir sur les tenants et les aboutissants de cette crise spécifique, qui ne se dénouera qu'à la faveur de l'émiettement progressif du régime, sans que les États occidentaux et de la région ne puissent réellement faire autre chose que de contenir les dégâts collatéraux tout en rivalisant dans la défense de leurs intérêts. Ce petit essai écrit au fil de la crise est organisé en 5 parties. Les 2 premières, tournées vers le passé, brossent les caractéristiques d'un régime s'étant exposé à la contestation mais parvenant par ses ramifications internes et diplomatiques à la réprimer durablement. Les 3 autres, tournées vers l'avenir, s'ouvrent avec l'esquisse de l'environnement régional dans lequel s'inscrirait la Syrie nouvelle. La 4e partie revient sur l'action de la communauté internationale,
tout en exposant ce qu'il est à attendre de la situation actuelle. La cinquième, enfin, présentera brièvement les enjeux de la transition, trop longtemps occultés par l'ombre de l'actualité. Les caractéristiques d'un régime. Comment le régime de Damas s'exposa à la contestation et parvint à s'en protéger. Homme jeune arrivant au pouvoir de façon inattendue, Bachar el-Assad hérite avec une autorité faible d'un État profond, caractérisé par la toute-puissance d'un parti et l'empire des services de renseignement. Les réformes auxquelles il aspire se heurtent à des intérêts particuliers dans un contexte international rendu difficile par les pressions américaines autour du 11 septembre et le retrait syrien du Liban. Une modernisation de l'économie et de la sphère publique sont pourtant entreprises, mais la faillite de la gouvernance et des politiques finira par exposer considérablement le régime. Les discours nationalistes et les rêves de puissance régionale ne trompent plus une population appauvrie, instrumentalisée et rudoyée. De Hafez à Bachar, les mutations de l'ordre institutionnel, de la gouvernance et du positionnement international. Affable et glaçant, cultivant les ambivalences de posture et de ton, Hafez el-Assad régna d'une main de fer sur la Syrie de 1970 jusqu'à sa mort en juin 2000. Le parti Baas au pouvoir depuis son coup d'État de 1966 est tôt en proie à des divisions internes issues de la défaite de 1967 et de l'intervention avortée de l'armée lors de Septembre Noir. Ciblé par le président El-Atassi et le secrétaire général du parti, Salah Jedid, pour son influence et sa ligne pragmatique, le jeune ministre de la Défense les renverse tous deux en novembre 1970. Il entreprend alors la construction d'un nouveau régime mêlant légalité institutionnelle et état d'exception. Ce faisant, il place en son cœur la minorité alaouite et organise autour d'elle une base politique savamment diluée. Si le régime d'Hafez fut plus qu'une simple dictature militaire, c'est néanmoins dans l'armée qu'il puisa d'abord sa stabilité. L'institution, purgée dès 1967, se caractérise par un système efficace de surveillance croisée taisant les rivalités communautaires et régionales. Inspiré du modèle des démocraties populaires, le Baas instaure de son côté un contrôle total du pays et de l'administration en relayant le culte du président et offre, par son réseau de patronage, des opportunités de mobilité sociale sur fond de rivalité rurale et urbaine. Les communautés et régions sont représentées inégalement dans l'administration, et le Front national progressiste, FNP, met en musique un simulacre démocratique. Le puissant réseau des Mourabaras, services de renseignement, enfin, renforce les mailles du régime. L'arrivée de Bachar el-Assad. C'est devant un parti plus solidement rallié à son père à partir de 1985 que Bachar se présentera à l'été 2000. La succession préparée depuis 4 ou 5 ans, notamment depuis le Liban où il affirme son autorité en se rapprochant d'Émile Laoud, débouche toutefois sur une autorité présidentielle diluée dont les ouvertures consensuelles précéderont la fragmentation d'un pouvoir replié sur la famille et le clan alaouite. Les tentatives de modernisation idéologique et de reprise en main d'un parti qui n'avalise plus la parole présidentielle et met en exergue les dissensions internes au régime, échoueront lors du 10 plus petit que sub plus grand que plus petit que sub plus grand que congrès de 2005. Bachar sera alors contraint de laisser le Baas au cœur du système, mais organisera sa soumission nouvelle. Il opérera par ailleurs une recomposition du FNP, qu'il enrobera de rhétorique nationaliste pour éviter les revendications communautaires. Les mêmes difficultés se présenteront au nouvel homme fort, face à l'armée et aux services de renseignement. En plus d'un simple contrôle social, ces derniers avaient progressivement englobé des domaines réservés de la présidence, mais au détriment de leur propre unité. Ce n'est qu'en 2005 à 2006 que le président opérera une reprise en main de l'appareil sécuritaire, en y plaçant ses fidèles et en veillant à l'entrée des services au sein des structures régionales du parti. Ce coup double sera réalisé alors que l'afflux massif de réfugiés irakiens perturbe la communauté sécuritaire. De même, il tentera de restaurer le prestige d'un appareil militaire affaibli et aigri par le retrait du pays des Cèdres en rétrécissant en son sein la base communautaire et en développant avec l'Iran et la Russie des coopérations lourdes de conséquences stratégiques, mais encore insuffisantes d'un point de vue opérationnel.
s'imposer dans la région et nouer de nouvelles alliances. À l'image de la gouvernance intérieure, Bachar el-Assad tente dans l'ordre international de s'inspirer du pouvoir fort et du positionnement ambigu de son père pour s'imposer dans la région et inscrire son régime dans la modernité. Puisant aux racines de la frustration de la perte du Golan et d'une influence régionale en Berne, le régime restaure ses alliances avec le Hamas, le Hezbollah et les autorités iraniennes. Cette stratégie de confortation internationale de l'ordre intérieur, dont la Syrie usera et abusera, se heurtera néanmoins bien vite à la stratégie de l'administration Bush au Moyen-Orient. C'est aussi dans ce contexte que les tentatives de reprise du dialogue avec les gouvernements israéliens, qui s'inscrivaient également dans la continuité de l'action d'Assad père dans les années 1990, ne purent aboutir en dépit de l'amorce de réinsertion diplomatique opérée de façon souterraine au début des années 2000 puis, plus officiellement, à partir de 2008. Sur le plan des alliances, le régime syrien tente de maintenir les équilibres établis en élargissant ses horizons. La rivalité avec l'Arabie saoudite est compensée par le développement de liens financiers avec le Qatar et les Émirats arabes unis, tandis que la situation irakienne et la coopération larvée avec la Jordanie lui permettent d'accuser ses voisins de certains troubles intérieurs. Le rapprochement d'ampleur avec une Turquie en plein essor mettra fin aux anciennes querelles de la décennie passée. Plus loin, les liens stratégiques tissés avec la plupart des puissances émergentes Russie, Chine, Brésil, Inde, Afrique du Sud, et le développement de relations économiques bilatérales avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne témoignent de l'intelligence du régime à s'inscrire à la fois dans l'évolution du monde et à rendre son isolement plus difficile. Une modernisation insoutenable, l'épuisement des marges de manœuvre du régime. Séduit par une idéologie ultralibérale en vogue, Bachar el-Assad tente dès son arrivée au pouvoir d'imposer la mutation idéologique du parti vers l'économie sociale de marché, inspirée du modèle chinois. Mais son rejet politique ne diminue pas les ardeurs réformatrices du président, qui souhaite raviver une économie sinistrée en libéralisant le tissu productif et en privatisant les secteurs bancaires et immobiliers. Toutefois, ces actions sont menées sans parvenir à libérer le crédit, restructurer les banques publiques ou élaborer un cadre réglementaire moderne. Sur le plan extérieur, l'ouverture au commerce international s'est accélérée au fil de l'isolement politique engagé autour de la crise libanaise, particulièrement après 2005. Elle avait abouti à une symbolique importante avec la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne, paraphé en 2004, mais gelé un an plus tard. Celui-ci laissa rapidement place à des accords de libre-échange moins fertiles sur le plan de la modernisation économique et sociale avec la Turquie, la Chine et l'Iran, ainsi qu'à des accords plus restreints avec l'Afrique du Sud et des pays d'Amérique latine. Il découla de cette politique une économie hautement spéculative alimentée par d'importants flux financiers, venant notamment du Golfe, et caractérisée par la mainmise d'un clan sur des secteurs entiers. Cette république des copains, faisant allégeance au régime, évolua en marge d'une société dans laquelle s'était développée, contrairement à d'autres pays du printemps arabe, une pauvreté plus absolue que relative. Au-delà, c'est une communauté d'affaires et un nouveau tissu d'entrepreneurs essentiellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.